Sous les lattes du plancher, le torchon bleu et blanc cachait une boîte que je n'aurais jamais dû ouvrir. La lettre datée de 1947 portait le nom d'Elisabeth, ma tante morte à 26 ans, et disait que mon père était son enfant. Ma mère avait emporté ce silence dans sa tombe, et maintenant je devais décider si je le brisais ou si je le portais à mon tour. Au milieu du carnet, une enveloppe portait 3 mots. Pour qui c'est ? Mon frère a haussé les épaules en lisant la lettre. Ça ne change rien. La généalogiste m'a regardé longuement avant de dire « Vous êtes sûr ?» Une page du carnet ne contenait qu'une date et une phrase incomplète. Mais pour comprendre, il faut revenir au grenier, à l'odeur de naphtaline. Le grenier de ma mère sentait le bois sec et la naphtaline. J'étais montée pour vider les cartons, comme on le fait quand une maison doit être vendue et qu'il ne reste plus personne pour y vivre. J'avais 62 ans et je triais les affaires d'une femme qui en avait 90 quand elle est partie. Logique, non ? La fille vide la maison de la mère. C'est l'ordre des choses. Sauf que rien ne préparait à ce que j'ai trouvé sous les lattes du plancher, près de la cheminée condamnée. Je m'appelle Camille. Et pendant 43 ans, j'ai cru connaître ma famille. Le carton était petit. Pas plus grand qu'une boîte à chaussures. Enveloppé dans un torchon à carreaux bleus et blancs, celui que ma mère utilisait pour essuyer la porcelaine. Je l'ai reconnu tout de suite. Je l'avais vu pendre à la porte du four pendant toute mon enfance. Mais pourquoi un torchon autour d'une boîte, caché sous le plancher ? J'ai d'abord cru que c'était quelque chose de précieux. Des bijoux, peut-être. Ou des papiers importants. Ma mère ne faisait jamais rien sans raison. Chaque geste avait un sens, même si elle ne le disait jamais. Elle était comme ça. Silencieuse sur tout ce qui comptait, bavarde sur le reste. J'ai dénoué le torchon. Mes doigts tremblaient un peu, pas à cause de l'âge. À cause de quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais pas encore identifié. Une sensation, au creux du ventre. Comme quand on sait qu'on va trouver quelque chose qui va tout changer, mais qu'on ne sait pas encore quoi. La boîte était en carton, recouverte d'un papier peint fleuri, jauni par le temps. Le genre de papier qu'on trouvait dans les années 50. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un carnet. Pas un journal intime. Un carnet de recettes. Mais pas n'importe lequel. Celui de ma grand-mère, la mère de ma mère. Je l'avais vu une fois, enfant, quand ma mère l'avait sorti pour recopier une recette de tarte aux pommes. Elle l'avait rangé aussitôt après, comme s'il contenait un secret dangereux. Je l'ai ouvert à la première page. L'écriture était fine, appliquée, d'une époque où on apprenait encore à écrire avec soin. Chaque recette était notée avec des annotations dans les marges. Ajouter une pincée de cannelle, mais pas trop, ton père n'aime pas. Ne pas laisser reposer plus de 10 minutes, sinon la pâte devient élastique. Ce gâteau, ta sœur l'adorait. Ne le rate pas. Des instructions pour des plats que je n'avais jamais goûtés. Des noms que je ne connaissais pas. Des histoires que personne ne m'avait jamais racontées. Et au milieu du carnet, une enveloppe. Elle n'était pas cachetée. Juste glissée entre 2 pages, comme une pensée qu'on avait voulu garder secrète mais pas assez pour la cacher vraiment. J'ai sorti l'enveloppe. 3 mots manuscrits au recto, pour qui c'est. J'ai hésité. Pas longtemps. Juste le temps de comprendre que ma mère ne m'avait jamais parlé de cette enveloppe. Juste le temps de réaliser qu'elle était morte sans m'avoir donné la clé de ce mystère. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier, pliée en 4. Du papier épais, un peu rugueux, comme ceux qu'on utilisait pour écrire des lettres importantes. Je l'ai dépliée. C'était une lettre, datée du 12 mars 1947, signée d'un nom que je ne connaissais pas. Et c'est là que tout a basculé. Parce que cette lettre n'était pas adressée à ma grand-mère. Elle était adressée à une autre femme. Une femme dont j'avais entendu parler une seule fois dans ma vie, lors d'un repas de famille où ma mère avait dit, sans y penser, « Ta tante Elisabeth est partie jeune. On ne parle pas d'elle. » Puis elle avait changé de sujet, et personne n'avait posé de questions. Elizabeth, la sœur de ma grand-mère. Celle qui était morte à 26 ans. Celle dont on ne disait rien. La lettre disait des choses que je n'aurais jamais dû lire. Des promesses, des regrets, des projets. Et une phrase, au milieu, qui m'a glacée. « Je sais que tu as gardé l'enfant. Je comprends. Mais un jour, il faudra lui dire la vérité. Il mérite de savoir qui il est. » L'enfant. Mon père. Mon père était né en 1947. Il avait été élevé par ma grand-mère comme son propre fils. Mais cette lettre disait qu'il était l'enfant d'Elisabeth. Que ma grand-mère avait élevé le bébé de sa sœur morte. Je suis restée assise par terre, dans le grenier, la lettre ouverte sur les genoux, à regarder le vide. Ma mère le savait. Ma mère avait gardé cette lettre pendant des dizaines d'années. Elle savait que mon père n'était pas le fils biologique de ma grand-mère. Elle savait que sa propre mère avait élevé l'enfant d'une autre. Et elle ne m'avait jamais rien dit. Je me suis souvenue de quelque chose. Un détail minuscule, que j'avais toujours trouvé étrange sans jamais y prêter attention. Quand j'étais petite, ma mère avait une façon particulière de regarder mon père quand il racontait ses souvenirs d'enfance. Un regard un peu trop insistant, un peu trop long. Comme si elle vérifiait quelque chose. Comme si elle cherchait une confirmation. Je n'avais jamais compris ce regard. Maintenant,
Je comprenais. Ma mère regardait son mari et se demandait s'il savait. Si quelqu'un, un jour, lui avait dit la vérité. La réponse, je la connaissais. Mon père était mort à 70 ans sans jamais avoir su. Il était parti en croyant être le fils de la femme qu'il avait élevée. Il n'avait jamais su qu'il était le fils de sa tante. Et ma mère avait emporté ce secret dans sa tombe. Je suis descendue du grenier avec la boîte sous le bras. J'ai posé le torchon sur la table de la cuisine, celui-là même où ma mère avait étalé des centaines de pâtes à tarte. Je me suis assise, et j'ai pleuré. Pas pour la révélation elle-même. Pas pour le secret. Pour le poids de ce que ma mère avait porté toute sa vie. Pour la solitude de savoir quelque chose qu'on ne peut pas dire. Pour la décision qu'elle avait dû prendre, chaque jour, de ne rien révéler. Je me suis demandé, est-ce que j'aurais fait la même chose à sa place? La question est restée sans réponse. Ce carnet de recettes, je l'ai ouvert, et ce que j'ai lu n'avait rien à voir avec la cuisine. J'ai pris le carnet de recettes. Je l'ai ouvert à une page au hasard. Une recette de gâteau au chocolat, écrite avec soin, avec une note en bas, pour les anniversaires. Ne pas oublier le glaçage. Ce n'était pas une simple recette. C'était le plan d'une vie. Chaque plat, chaque gâteau, chaque soupe correspondait à un souvenir. Ma grand-mère avait noté non seulement les ingrédients, mais aussi les occasions. Et quelque part, dans ces pages, il y avait peut-être une autre histoire. Une autre lettre. Un autre secret. J'ai refermé le carnet. Le lendemain, je suis allée chez mon frère. Il habite à 2 heures de Paris, dans une maison qu'il a achetée avec sa femme. Je ne lui avais pas parlé de ma découverte. Je ne savais pas comment. Lucas a 60 ans. Il est plus jeune que moi de 2 ans. Il a toujours été le pragmatique de la famille. Celui qui ne s'attarde pas sur les émotions. Celui qui range les cartons sans les ouvrir, qui jette les vieilles affaires sans les regarder. Je lui ai montré la lettre. Il l'a lue en silence. Puis il a posé sur la table, a enlevé ses lunettes, et a dit « ça ne change rien ». Je l'ai regardé, incrédule. Comment ça, ça ne change rien? Notre père n'était pas le fils de grand-mère. Il était le fils d'Elisabeth. Il y a eu un secret. Pendant 70 ans. Lucas a haussé les épaules. Et alors? Papa est mort. Avez-vous déjà découvert un secret de famille en vidant la maison d'un proche, comme Camille avec cette boîte cachée sous le plancher? Maman est morte. Personne n'a souffert de ce secret. Pourquoi on irait remuer tout ça maintenant? Il avait raison, d'une certaine manière. Personne n'avait souffert. Sauf peut-être ma mère, qui avait porté ce secret seule. Ça nous concerne, j'ai dit. Ça concerne qui nous sommes. Comment tu peux dire que ça ne change rien? Lucas m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de fatigue et de tendresse. Camille, on est ce qu'on a vécu. Pas ce qu'on aurait pu vivre si les choses avaient été différentes. Papa a été heureux. Il a été aimé. C'est ça qui compte. Je voulais le contredire. Je voulais lui dire que la vérité comptait, que les secrets finissaient toujours par pourrir les choses, que j'avais besoin de savoir. Mais je n'ai rien dit. Parce qu'au fond, je ne savais pas ce que je voulais exactement. Qu'est-ce que je cherchais? Une histoire différente? Une explication? La certitude que j'étais la même personne qu'avant d'ouvrir cette boîte? Je suis repartie avec la lettre et le carnet. Lucas m'a embrassé sur le front, comme il le faisait quand on était enfant. Ne te fais pas trop de mal avec ça, il a dit. Maman t'aimait. Grand-mère t'aimait. Rien n'a changé. Mais tout avait changé. Le soir, chez moi, j'ai passé des heures à feuilleter le carnet. Page après page, je découvrais la vie de ma grand-mère à travers ses recettes. Les plats qu'elle avait cuisinés pour ses enfants. Ceux qu'elle avait appris de sa propre mère. Ceux qu'elle avait inventés. Chaque recette était une photo. Chaque annotation, une voix. Et au milieu du carnet, une page que je n'avais pas remarquée la première fois. Elle était presque vide. Juste une date, 15 septembre 1946. Et en dessous, une phrase. Aujourd'hui, j'ai pris une décision. Je ne la regretterai jamais. Mais j'espère qu'un jour, quelqu'un comprendra. Comprendre quoi? Qu'elle avait choisi d'élever l'enfant de sa sœur? Qu'elle avait décidé de garder le secret? Qu'elle avait accepté de mentir pour protéger quelqu'un? La question, c'est qui elle protégeait. Mon père? Elizabeth? Elle-même? Peut-être un peu tout ça à la fois. Les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. Je retournais dans le grenier, je fouillais chaque recoin, chaque carton. Je cherchais quelque chose d'autre. Une autre lettre. Une photo. Un indice. Rien. Ma mère avait été méthodique. Elle avait gardé le carnet et la lettre, mais elle avait effacé tout le reste. Pas par hasard. Par choix. Je me suis souvenu d'une conversation, des années plus tôt. Ma mère et moi, dans la cuisine, en train de préparer le repas de Noël. Elle avait dit, sans raison apparente, « Tu sais, Camille, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas dire. Pas parce qu'elles sont honteuses. Parce qu'elles sont trop lourdes pour ceux qui les entendent. » J'avais hoché la tête, sans comprendre. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de la mort de mon père. Maintenant, je sais qu'elle parlait de tout ça. Le pire,
c'est que je ne peux pas lui poser la question. Elle n'est plus là. Il ne reste que la boîte, le carnet, la lettre et le silence. Et moi, avec tout ça. Il y a un mois, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai contacté un généalogiste professionnel. Une femme qui s'appelle Inès, spécialisée dans les histoires de famille du XXe siècle. Je lui ai tout raconté. La lettre, le carnet, le secret, l'inconnu. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit, « Vous voulez savoir qui était vraiment votre grand-mère, ou vous voulez savoir qui vous êtes ?» J'ai mis du temps à répondre. Les deux, j'ai fini par dire. Inès Surrey. Pas un sourire plein de compassion. Un sourire de professionnel qui reconnaît une question qu'elle a déjà entendue 100 fois. La plupart des gens disent ça. Mais en réalité, ils veulent juste une histoire qui ait du sens. Pas forcément la vérité. Je veux la vérité, j'ai dit. Vous êtes sûr? Oui. Elle m'a regardé longuement. D'accord. Mais je vous préviens, parfois, la vérité n'arrange rien. Je l'ai engagée. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé. J'ai trouvé quelque chose, elle a dit. Mais je préfère vous le montrer en personne. On s'est donné rendez-vous dans un café près de la place de la Bastille. Un petit endroit avec des chaises en bois et des nappes à carreaux. Elle est arrivée avec une grande enveloppe. Votre grand-mère, André, avait une sœur cadette, Elizabeth. Elles étaient très proches, d'après les archives. Mais Elisabeth est tombée enceinte en 1946. Le père n'est jamais apparu. À l'époque, une fille mère, c'était une honte pour la famille. Je l'écoutais, les mains autour de ma tasse de café. Elisabeth est morte en couche. L'enfant a survécu. Votre grand-mère, André, l'a recueilli et l'a élevé comme son propre fils. D'après les registres, personne n'a jamais posé de questions. Le père de votre grand-mère, votre arrière-grand-père, a fait en sorte que tout soit arrangé. Il a payé les médecins, acheté le silence et effacé les traces. Mais alors que les mots de mon interlocuteur résonnaient encore, une seule pensée m'habitait. Si mon père n'était pas celui que je croyais, qui étais-je vraiment? Comment vous avez su tout ça? Inès a sorti des photocopies. J'ai trouvé une lettre dans les archives d'un notaire. Votre arrière-grand-père avait un frère qui tenait un journal. Très détaillé. Il parlait de la grossesse d'Elisabeth, de la mort, de l'adoption officieuse. J'ai regardé les papiers. L'écriture était serrée, difficile à lire. Mais il y avait des phrases que je pouvais déchiffrer. Pensez-vous que Camille aurait dû cesser de lire ces papiers, ou avait-elle raison de vouloir découvrir la vérité coûte que coûte? Le petit va chez André. Personne ne saura jamais. C'est mieux ainsi. Pourquoi? J'ai demandé, à voix haute. Inès a haussé les épaules. Parce que c'était comme ça à l'époque. Une femme enceinte sans mari, c'était une tache sur la famille. Une enfant illégitime, une honte. Taire l'histoire, c'était protéger tout le monde. Protéger qui? Votre grand-mère, votre père, la mémoire d'Elisabeth, et surtout, l'image de la famille. J'ai reposé les papiers sur la table. Le café refroidissait. Autour de nous, les gens parlaient, riaient, vivaient. Et moi, j'étais assise avec le squelette de ma famille étalé devant moi. « Vous voulez que je continue ?» a demandé Inès. « Je ne sais pas. Ihr comprends. » Elle a rangé les papiers dans l'enveloppe. « Prenez votre temps. Mais si vous voulez mon avis, votre grand-mère a fait ce qu'elle a cru être le mieux. Elle a aimé votre père comme son fils. Elle lui a donné une vie normale. Elle n'a pas choisi le mensonge par lâcheté. Elle a choisi le silence par amour. Est-ce que ça change quelque chose? Ça dépend de vous. » Je suis rentrée chez moi avec l'enveloppe. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, à côté du carnet de recettes. Les deux objets semblaient se répondre. Le carnet disait « Voici comment j'ai vécu ». L'enveloppe disait « Voici ce que j'ai caché ». La semaine dernière, j'ai cuisiné une des recettes du carnet. Un gâteau au citron, avec une note de ma grand-mère. Celui-ci, il le mérite pour tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas de qui elle parlait. Peut-être de mon père. Peut-être d'elle-même. Peut-être d'Elisabeth. J'ai suivi les instructions à la lettre. Le gâteau était bon. Pas parfait, mais bon. J'ai eu l'impression, en le mangeant, de partager quelque chose avec ma grand-mère. Un moment qui n'avait pas besoin de mots. J'ai compris une chose, ce soir-là. Les secrets de famille, ce ne sont pas toujours des histoires terribles. Parfois, ce sont juste des histoires que personne n'a su raconter. Des histoires qui attendent quelqu'un qui ait le courage de les entendre. Je ne sais pas si j'ai ce courage. Pas complètement. Pas encore. Mais je garde la boîte. Je garde le carnet. Je garde la lettre. Et de temps en temps, je cuisine une recette écrite il y a 70 ans, en espérant qu'en faisant les mêmes gestes, je finirai par comprendre. Aujourd'hui, j'ai 69 ans. Je vis seule dans un appartement trop grand pour moi. Le grenier de ma mère est vide maintenant. La maison a été vendue. Il ne reste plus que quelques cartons que je n'ai pas eu le cœur à ouvrir. Le carnet de recettes est sur ma table de chevet. Il trône à côté d'une petite boîte en bois avec la lettre et les photocopies d'Inès.
Parfois, la nuit, je les prends, je les relis, je les repose. Je me demande ce que ma mère aurait dit si elle avait su que je les trouverais. Peut-être qu'elle savait. Peut-être qu'elle a laissé la boîte exprès, en espérant que je la trouverais un jour. Peut-être que le torchon autour de la boîte, celui qu'elle utilisait pour la porcelaine, était un signe. Un message que je ne pouvais pas comprendre avant d'être prête. La vie est étrange. On passe des années à penser qu'on connaît sa propre histoire. Et puis on trouve une boîte, on lit une lettre, et on comprend que tout ce qu'on croyait était une version simplifiée. Pas un mensonge. Une simplification. Mais peut-être que c'est ça, la vérité. Pas un événement unique, mais une accumulation de choix. Chaque personne fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Ma grand-mère a choisi d'élever l'enfant de sa sœur. Ma mère a choisi de garder le secret. Moi, j'ai choisi de chercher. Je ne regrette pas d'avoir trouvé la boîte. Même si ça fait mal, même si ça change les choses. Parce que maintenant, je sais quelque chose que je ne savais pas. Et savoir, même quand c'est difficile, c'est mieux que d'ignorer. Le gâteau au citron que j'ai fait la semaine dernière, il était pour mon père. Je l'ai mangé seul, en pensant à lui. À l'homme qu'il avait été. Au fils qu'il était sans le savoir. À la femme qu'il avait élevée comme le sien. Je me suis demandé, est-ce que ça aurait changé quelque chose, s'il avait su? Probablement pas. Il aurait aimé ma grand-mère quand même. Il aurait été le même homme. Mais il aurait su. Et savoir, c'est lourd. Je crois que je commence à comprendre pourquoi ma mère n'a jamais rien dit. Pas pour protéger le secret. Pour protéger mon père de ce poids. Elle lui avait donné une vie sans question. Elle lui avait donné une identité claire. Elle avait pris le fardeau sur elle, pour qu'il n'ait pas à le porter. Et maintenant, c'est moi qui porte le fardeau. C'est drôle, comme les choses se transmettent. Pas seulement les gènes, pas seulement les souvenirs. Les silences aussi. Je regarde le carnet de recettes. Il est là, ouvert à la page du gâteau au citron. Je passe mon doigt sur l'écriture de ma grand-mère. Ces lettres fines, précises. La trace de sa vie. Elle a écrit cette recette pour quelqu'un qu'elle aimait. Et moi, je la lis pour la même raison. Peut-être que c'est ça, l'héritage. Pas les objets. Pas les secrets. Mais les gestes qu'on répète, les recettes qu'on cuisine, les histoires qu'on finit par raconter, même si c'est trop tard. Je vais essayer une autre recette, demain. Celle de la tarte aux pommes, avec la note pour les dimanches d'automne. Peut-être qu'en la faisant, je comprendrai quelque chose de plus. Peut-être pas. Mais au moins, j'aurai essayé. Cette lettre dans le carnet de recettes, tu l'aurais ouverte ou laissée cachée pour toujours. Si ce secret de famille t'a serré le cœur, ce pouce vers le haut est pour toi. Tu sais ce que c'est de grandir avec un silence qui pèse sur toute une vie? Rejoins-nous.